une question. BRICS, Catherine Colonna en Afrique du Sud, pourquoi Macron veut-il s'inviter au sommet? C'est notre grande interrogation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Emmanuel Macron pourrait participer en août prochain au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Sa ministre des Affaires étrangères ayant indiqué mardi avoir fait connaître à Pretoria la disponibilité et l'intérêt de Macron. Disponibilité et intérêt de Macron. Pourquoi faire? J'ai fait état à mon homologue Naledi Pandor de la disponibilité du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entretient avec les BRICS, a déclaré Catherine Colonna à la presse. Au terme d'une visite officielle en Afrique du Sud, la décision d'inviter Emmanuel Macron doit être faite non par la France, mais par les BRICS et au premier rang d'entre eux, l'Afrique du Sud qui est la puissance invitante du sommet, a précisé la ministre. Mais pourquoi Macron veut participer à un sommet qui ne le concerne pas? Les BRICS l'accepteront-ils? La veille, lors d'une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, Catherine Colonna, avait précisé qu'une telle invitation devrait se faire dans le plein respect du droit international en référence à la possible venue au sommet de Vladimir Poutine. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. Ce mandat d'arrêt gêne beaucoup Pretoria pour du Kremlin depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid. Mais membre de la Cour pénale internationale censé arrêter Vladimir Poutine s'y mettait un pied sur son sol. Mais il faut également dire que Pretoria a pris des engagements en déclarant justement que toutes les personnes qui seront invitées justement pour ce sommet auront libre cours de faire ce qu'ils veulent. Pretoria refuse de condamner Moscou dans le début de cette guerre, pour ne pas dire de cette opération militaire spéciale en Ukraine, affirmant adopter une position neutre et vouloir favoriser le dialogue, ce qui irrite nombre de partenaires sur la scène internationale. Jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique du Sud a tourné le doigt à l'Occident et s'est attachée aux BRICS. Jusqu'à preuve du contraire, Pretoria est menacé. Et cette fois-ci, Emmanuel Macron, lui également, veut participer à ce sommet des BRICS d'août prochain. La participation de Macron, si elle devait avoir lieu, constituerait une première dans les pratiques adoptées jusqu'ici au sommet des BRICS, a pour sa part souligné lundi Naledi Pandor. C'est l'hôte qui détermine qui doit être invité, a-t-elle ajouté, précisant que la décision appartient au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les BRICS regroupent 5 pays, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Vont-ils accepter la présence d'Emmanuel Macron? Eh bien, telle est la grande interrogation. Voilà pourquoi nous nous posons dans cette question. BRICS, Catherine Colonna en Afrique du Sud. Pourquoi Macron veut-il s'inviter au sommet? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matengene. Il est enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité ce mercredi matin. Jonathan Matengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent et qui font un effort d'engagement quotidien dans cette lutte qui nous oppose aux forces obscurantistes occidentales, ces forces obscurantistes qui utilisent le chaos pour recoloniser notre continent, pour imposer leur logique morbide, leur logique de guerre, de terreur sur notre continent, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, nous sommes à l'avant-garde avec tous ceux-là qui nous suivent et qui sont engagés dans ce combat. Nous leur disons beaucoup de courage, il faut continuer, il faut tenir bon, il faut avancer. Les victoires des premiers jours ne doivent pas susciter le contentement et entraîner la paresse. Il faut avancer, il ne faut pas se relâcher, il faut rester mobilisé et il faut que partout, nous continuons à bousculer ces barrières de l'obscurantisme, les repousser très loin de l'humanité. Très heureux de voir, hein. Jonathan Matengene. Une question, pourquoi Macron veut-il s'inviter au sommet des BRICS? C'est une question très pertinente. Mon frère Goss, voilà une situation tout à fait rocambolesque que nous sert Macron.
Il est en visite en Afrique du Sud la semaine dernière. Il rencontre le président Ramaphosa et c'est lui qui propose à Ramaphosa de l'inviter. Vous savez, au Cameroun, il y a une expression très ridicule pour ce genre d'invité. On dit « fais le je m'invite ». C'est-à-dire que lui-même s'invite à votre fête. C'est un touriste. C'est un touriste, en fait. Vous avez trouvé le mot, en fait. Il fait ça, un touriste, comme on dit. C'est de manière triviale pour ceux qui ne savent pas. C'est un intrus, un passager clandestin dans une fête. Quelqu'un qui lui-même s'est auto-invité et puis apparaît là parmi vos invités. Il bénéficie et jouit de tous les avantages des invités. Mais quand vous regardez la liste, il ne figure pas. Parfois, c'est lui qui mange beaucoup. Hein. Et oui, il consomme. Donc, en fait, Emmanuel Macron nous sert là quelque chose de rocambolesque. Oui. C'est aussi un manque de respect. Ça dénote du fait que la France est dans une situation où les réflexes néocoloniaux et néocolonialistes sont restés dans la démarche de ses dirigeants. Ces réflexes, c'est continuer de traiter avec les autres comme si on était leur maître, de ne pas savoir attendre qu'on nous donne la parole ou bien qu'on nous donne notre chance, de s'inviter dans les affaires des autres indépendamment de leur volonté et d'essayer de s'imposer dans l'agenda des autres. C'est des réflexes néocolonialistes qu'adopte Macron qui nous amènent à comprendre que la France n'est pas prête de changer aujourd'hui. Pour tous les Africains qui nous disent « Ah non, il faudrait qu'on revoie la relation avec la France », c'est rien que ce geste montre que l'homme même n'est pas encore prêt pour qu'on discute avec lui. Il est encore mu par cet envoûtement dangereux qui menace la sécurité de ceux avec qui il va traiter. Il a encore des réflexes de domination, il a encore des réflexes de maître, de prédateur. Il se croit tout dominant alors que tout le monde voit bien qu'il est la risée de l'humanité, que son pays ne gagne plus rien. C'est aussi un indicateur qui nous permet de comprendre une chose. Macron et la France sont aux abois. La France est dans une situation désespérée. Vous vous souvenez, la France avait des sous-marins qu'elle devait vendre à l'Australie. À la dernière minute, les Britanniques et les États-Unis sont venus leur chipper le contre. Ils ont vendu aux Australiens en disant aux Australiens que les Français ne parlent pas anglais. Vous voyez un peu, moi je dis comme ça pour que de manière triviale les autres comprennent. Ils ont dit c'est la solidarité du monde anglo-saxon. Donc ils veulent dire ceux-là, et c'est les francophones. Ils ne sont pas dans notre axe. Nous sommes les anglo-saxons. Nous parlons anglais, c'est notre culture. Et les Australiens ont été solidaires. Vous savez que les Australiens, c'est une colonie de renégats anglais qui est allé là-bas pour détruire, pour massacrer les aborigènes, comme une autre colonie d'Anglais était allée massacrer les Amérindiens en Amérique. Une autre affaire qui accable d'ailleurs actuellement la France, ce sont les chars qu'ils ont donnés à l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine a dit que ce n'est pas des chars? Oui, les chars, les Ukrainiens disent que le blindage des AMX, c'est vraiment, c'est pas un blindage. Vous voyez que même nos armées qui se battaient avec ce genre de matériel étaient très braves. On comprend pourquoi les rebelles avaient toujours le dessus sur les forces gouvernementales. Parce qu'avec ce genre de chars, c'est vraiment de la pacotille qu'on vous sait. On est resté dans les logiques du commerce triangulaire. On vous donne la pacotille, on prend ce qui est précieux. Donc, c'est ça la France. Donc, cette France, elle est en perte de vitesse dans son axe géopolitique. Les anglo-saxons sont en train de lui chipper la place à tous les niveaux. Quand vous regardez également dans son axe géopolitique, la France n'arrive même plus à faire la concurrence avec des pays comme la Turquie. Regardez rien que sur l'Ukraine. La Turquie vous sert des Bayraktar TB2 que tout le monde reconnaît, dont tout le monde reconnaît la pertinence sur le plan des opérations. Mais quand la France vous sert un matériel, tout le monde s'en plaint. Les canons César, on dit qu'ils sont quand même bien, mais que c'est des canons qui, lorsqu'ils sont faciles à détruire. Donc, vous voyez qu'ils ont toujours des éléments comme ça qui ne satisfont pas dans leur axe géopolitique. Et puis,
les anglo-saxons sont en train de leur damer le pion même sur les théâtres où ils étaient en compétition avec d'autres acteurs des autres axes, de l'autre axe. Quand vous regardez par exemple au Centrafrique, les États-Unis, pendant que la France avait réuni les Bolingumba, tous ces politiques fantoches, avec quelques criminels de guerre comme les Bozizé, les réunissant pour empêcher ou bien faire obstacle au référendum, les États-Unis vont et faire un communiqué en disant non, on soutient le référendum. Donc, question de dire, si vous continuez dans la rébellion, nous, on n'est pas avec vous. Vous voyez que là encore, la France venait de perdre de la face dans un théâtre où son allié géopolitique, les États-Unis, lui damait le pion en se rapprochant du pouvoir centrafricain. C'est un peu ça l'image de la France aujourd'hui. Cette France est dépassée à tous les niveaux. Dans l'affrontement maintenant avec l'autre bloc, elle ne fait pas photo. La France ne peut pas aujourd'hui, c'est le président Bachar al-Assad qui le disait. Bachar al-Assad a dit, qui aujourd'hui écoute encore la France dans le monde? C'est comme ça, il a posé la question, c'était au sommet de la Ligue arabe. Il dit, qui écoute encore la voix de la France? Est-ce que cette voix est encore crédible? C'est extrêmement pertinent ce que dit Bachar al-Assad et extrêmement profond de sens. Parce que la France, pendant longtemps, avait été vécue comme une puissance de contrepoids, d'équilibre dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes, à cause d'une tradition que la France avait avec ces pays-là. Vous savez que la France était très engagée dans les croisées, dans les croisades, et avait joué un rôle prépondérant dans la sécurisation de ce qu'on appelle les sites stratégiques, les sites sacrés. Donc, la France avait gardé son aura de cette relation particulière avec le monde arabe. Mais regardez Bachar al-Assad, le président, qui hier était honni et présenté comme désormais le renégat du Moyen-Orient. C'est lui. Tout le monde demandait qu'il parte. Il est revenu dans les bonnes grâces de tout le monde. Et c'est lui qui demande qui croit encore à la France. Vous comprenez que la France est en train de perdre à tous les niveaux. Quand on prend le dernier, l'ambassadeur des LGBTQ qui devait arriver au Cameroun, là, oui. Ouais, même le Cameroun a dit à la France d'annuler cette visite. Et la France a annulé cette visite. Vous comprenez à quel point la France ne pèse plus grand-chose dans le monde. Donc, Emmanuel Macron, se rendant compte que son pays est en train de péricliter, comme disait le ministre Koroko au Cameroun, quand tu sens que tu te noies, quand on a péril de noyade, même sur le serpent, on s'accroche. Tu t'accroches même à la queue du serpent. Donc, la France dit, est-ce que je peux m'accrocher aux BRICS pour survivre? Mais, il y a quelque chose de tellement perfide dans la démarche française. Vous savez, quand Emmanuel Macron était allé en Russie et que Poutine lui avait réservé une longue table, ce n'était pas seulement à cause des risques d'utilisation de gaz dangereux ou bien de substances dangereuses pour un attentat où Macron pourrait être le kamikaze. Non, c'était pas seulement ça. Le truc aussi, c'était que Poutine ne voulait pas de communication privée avec Macron. Parce que recherche Macron dans la communication privée? Macron veut un compromis russo-français sur l'Afrique. Pourquoi? Parce que Macron, il est le fruit de l'élite française, une élite de combinards, des gens comme les Focard, comme les Bourgi, comme les Sarkozy. C'est des combinards dans l'âme, des gens qui n'ont dans la tête que de faire des entourloupes à l'Afrique et qui pensent au pillage comme étant le mécanisme par excellence de survie, de prestige et de la puissance française. Donc, Macron se dit, est-ce que dans le sommet des BRICS, si je vais au sommet des BRICS, en m'invitant là-bas, je ne peux pas rencontrer Poutine et lui dire, bon, regarde, moi, je comprends que nous sommes Européens. Alors, voilà ce que je propose entre nous Européens. Laisse-moi quand même faire telle chose. Le Mali, tu sais, je volais quand même plus de 1000 tonnes d'or au Mali annuellement. Et aujourd'hui, je n'ai plus accès à cet ordre. Il veut trouver un arrangement avec Poutine. Il y a aussi stratégiquement ça. C'est-à-dire, à la fois, il se dit, je périclite, je m'accroche aux BRICS, mais il se dit, dans les BRICS, je vais encore jouer gros parce que je vais arriver. Je vais discuter avec Poutine. Mais c'est aussi ça qui fait la déchéance française. C'est que quand un homme commence à réfléchir comme ça veut dire qu'il n'a pas de stratégie. Ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas
il n'y a pas un véritable espace de réflexion sur l'identité et le positionnement de la France dans le monde. Sur un autre plateau, je le disais, c'est la preuve que le génie français est mort. L'intelligentsia française... il y en avait, ça existait d'ailleurs. À un moment, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Quand vous regardiez, même s'il y a eu beaucoup de plagiaires, il y a eu quelque chose quand même. Il y a eu une réflexion quand même un peu en France. Il y a une certaine réflexion. Les Descartes, les Rousseau, bon, qui étaient en partie aussi suisses, hein, les Rousseau. Il y a eu quelque chose en France. Mais ce quelque chose, quand vous regardez aujourd'hui, vous avez des intellectuels de pacotille comme les Bernard-Henri Lévy, des individus qui, au-delà de faire du cinéma et du théâtre, ne sont bons à rien dans la vie intellectuelle. C'est ce genre de personnes qui se retrouvent aux premières loges. Quand vous avez des individus comme les Jacques Attali, des économistes de la prédation, qui ont institutionnalisé le pillage de l'Afrique comme étant mécanisme de captation des ressources qui font la puissance française. Jacques Attali, ce n'est pas des intellectuels sérieux. Je regrette, mais la France ne repose pas sur une assise intellectuelle sérieuse. Quand vous regardez les Robert Badinter, c'était essentiellement du cinéma. Du cinéma. On va défendre les éléments sur la peine de mort. Mais oui, et après? Et après, il y avait quoi de fond sur le plan juridique qu'apporte Robert Badinter à l'humanité comme théorie fondamentale du droit? Rien. Rien. Donc, des coups d'éclat, vous avez des intellectuels qui sont livrés à des coups d'éclat, qui pensent que la vie intellectuelle se résume à une sorte de starmania et qui ont construit leur image sur la proximité avec les dirigeants français. Et au-delà de cette proximité, il n'y a aucun contenu solide. La différence entre les États-Unis et la France, c'est que quand vous regardez depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, il y a une réflexion aux États-Unis sur les deux axes. La puissance états-unienne basée sur la captation des ressources à l'extérieur et la puissance états-unienne basée sur les ressources internes des États-Unis. Et la deuxième forme de réflexion s'est tellement développée que les États-Unis ont atteint un niveau où ils ont ce qu'on appelle une sorte d'autonomie énergétique. Et cette autonomie énergétique, ils l'ont acquis grâce à une avancée technologique, une prouesse technologique, la captation du gaz de schiste qui est piégé dans les roches à plusieurs kilomètres, à plusieurs mètres dans le sol. Grâce à cette avancée technologique, les États-Unis ont réussi à assurer leur autonomie énergétique. Et aujourd'hui, vous voyez que même dans le rapport aux autres pays, si les BRICS, dans l'hypothèse où les BRICS sont en train d'inverser la tendance et que les BRICS réussissent avec tous les pays qui les soutiennent à inverser cette tendance, les États-Unis ne vont pas autant subir. Ils vont subir dans la perspective où leur puissance militaire va être considérablement rétrécie, leur puissance économique va être considérablement touchée, mais ils vont rester un pays avec une certaine capacité économique. Or, la France, c'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle. C'est un modèle qui est essentiellement basé sur la captation des ressources à l'extérieur. Il faut qu'il y ait la colonisation pour que la France survive. Si la France n'a pas la Guyane française, il y a un ensemble de ressources stratégiques là-bas auxquelles la France n'aura plus accès. Si la France n'a plus Mayotte, il y a un ensemble de ressources stratégiques là-bas, dans le canal du Mozambique, les réserves gazières que la France sait qu'elle va désormais perdre. Si la France n'a plus les capacités d'influence sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, il y a des ressources naturelles dont ces pays sont agréablement et abondamment arrosés, auxquels la France n'aura plus accès. Vous voyez que ce modèle économique essentiellement prédateur fait que
l'élite intellectuelle française, qui n'a pas su inventer le modèle français, on ne peut pas attribuer à cette élite intellectuelle un certain mérite. C'est un raccourci, une paresse intellectuelle que d'asseoir sa puissance sur la dépendance aux autres. Pendant ce temps, du côté de l'Afrique du Sud, il est dit que c'est l'hôte qui détermine qui doit être invité. Ça signifie finalement que c'est à Cyril Ramaphosa de prendre la décision d'inviter ou non Emmanuel Macron. Est-ce que les autres membres des BRICS l'accepteront? Et puis c'est ça, mauvais casting parce que il a envoyé Colonna il y a quelques jours. Colonna, elle est allée là-bas pour essayer de convaincre. Mais il y a ceci, les BRICS c'est d'abord 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Les 5 pays qui sont fondateurs doivent avoir, quand on annonce un forum, ce qui se passe à l'international, quand on annonce un forum, généralement le comité d'organisation qui annonce le forum a déjà la liste des invités. Oui. Et la liste des invités, quand vous regardez le comité d'organisation, tous les 5 membres des BRICS ont des représentants dans le comité d'organisation. Et ces représentants ont une capacité d'influence forte sur les invitations, sur le mécanisme d'invitation qui sera échu. Donc, lorsque Macron veut s'inviter, il n'a pas tenu compte de cela. Il croyait que c'est une initiative française qui allait simplement s'imposer à l'Afrique du Sud. Mais il se rend compte certainement que Ramaphosa, par politesse, on lui a pas dit, mais ça marche pas comme ça, a simplement souri et puis l'a salué, a dit bon. Mais après, certainement, quand il a attendu... Est-ce qu'il ne s'est pas exposé finalement à une honte internationale? Oui, mais de se voir aller demander à s'inviter à un sommet qui ne lui appartient pas, à un sommet dans lequel il n'est pas invité. Quand vous n'avez pas des conseillers qui sont à la hauteur des enjeux internationaux, vous vous exposez au ridicule. Vous êtes sûr qu'il écoute ses conseillers? Le président de la France, comme le président des États-Unis, les présidents de ces pays occidentaux, sont très peu indépendants. C'est généralement des marionnettes à la solde de certains. Des 13 familles. Des 13 familles. Donc, il travaille pour les Rothschild. Oui, tout à fait. Et c'est les Rothschild qui lui ont conseillé de le faire. Pourquoi? Parce que les Rothschild savent ce qui se cache derrière les BRICS. Il y a tout un travail économique un programme économique qui est en train d'être mis sur pied par les BRICS qui va renverser l'ordre financier international. Pour d'autres spécialistes aujourd'hui, ils déclarent haut et fort que Macron veut s'inviter au sommet des BRICS parce qu'il y a plusieurs pays africains qui, sans être officiels, ont déposé leur demande. Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il ne sera pas invité. Pourquoi? Parce que la Russie a clairement fait savoir que c'est un cheval de Troie. Par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle a clairement dit que c'est un cheval de Troie. Donc, il ne sera pas invité. Le président Vladimir Poutine, mercredi dernier, s'est encore exprimé là-dessus. Il a demandé pourquoi Macron souhaiterait venir à la réunion d'une organisation qu'il a toujours stigmatisée. Donc, c'était clair, c'est clair. Et quand vous regardez la posture des Chinois, les Chinois, eux également, n'attendent pas la France. Donc, la France, elle veut s'inviter là où elle n'est pas la bienvenue. C'est essentiellement ridicule. Mais ça va davantage amplifier le déclin de la France. Pourquoi? Parce que du côté de ses alliés, la France n'a pas pris conseil auprès de ses alliés. Donc les pays anglo-saxons, membres de l'OTAN, vont considérer que la France, finalement, elle n'a pas de personnalité, c'est une prostituée de l'ordre international. Elle se vend en plus offrant. Donc elle n'a pas une consistance, une personnalité vraie. Et c'est la caractéristique de ceux qui n'ont pas une véritable réflexion stratégique en interne. La France n'a pas de personnalité. Et vu qu'elle sera présentée comme ça, la France sera supplantée par des pays comme la Pologne. En Europe, des pays comme l'Allemagne ne vont plus regarder la France avec une certaine consistance. Oui. Elle perd sa crédibilité. Et nous craignons que la France est en train de devenir comme l'Ukraine. C'est quoi l'Ukraine? L'Ukraine, c'est un label. L'Ukraine, ce n'est plus un pays, c'est un label. La France va devenir essentiellement un label pour les Rothschild, pour faire leurs affaires. C'est ce que Macron est en train de concrétiser comme plan.
Parce que, à ce point, discréditer un pays, l'amener à un tel ridicule, ça ne participe que de la privatisation de l'image de ce pays. C'est montrer aux habitants de ce pays qu'en fait, vous êtes les citoyens, mais votre opinion ne compte pas. Il n'a pas, regardez, il n'a pas consulté le Parlement pour ça. Il n'a pas consulté les sénateurs. Il a pris la décision de manière unilatérale. C'est vrai que le président fixe la politique étrangère. Mais ici, il s'agit d'une question géopolitique importante. La France est membre de l'OTAN. La France est membre de toutes les organisations qui fondent la puissance et l'hégémonie, qui fondaient l'hégémonie occidentale. Mais comment la France peut avec autant de facilité, se livrer au bloc des BRICS? C'est ça l'image que la France renvoie. Et maintenant, elle ne sera pas invitée. Ça sera un double ridicule. Un ridicule d'abord dans son propre camp et un ridicule sur le plan international. Et oui, bien, c'est bien fait parce que on nous avait présenté le jeunisme des hommes comme Macron comme étant la panacée dans la gouvernance, comme étant un élément de vitalité démocratique. Mais voilà le risque. Quand vous ramenez un jeune inexpérimenté qui a une mauvaise compréhension des enjeux géopolitiques internationaux, il peut traîner le pays vers des scandales aussi ridicules ou bien vers des situations aussi ridicules que cette demande d'invitation aux BRICS. La France, finalement, la France ne compte plus dans le monde. Le génie français est mort s'il a existé. Le génie français est mort. Macron achève de nous montrer qu'il n'y a pas de génie français. Merci à vous, Jonathan Watengele, d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir, mon frère Ngos, et nous saluons tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour mener le combat à leur manière juste après l'émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une bonne journée.